Bienvenue dans cette nouvelle saison de Maroc d'ombre et de mystère. Aujourd'hui, laissez-moi vous entraîner au cœur d'une énigme où la peur et le mystère s'entremêlent, l'affaire El Msfioui ou le Jack l'éventreur de Marrakech. Nous sommes en 1906, dans un Marrakech où 36 femmes vont disparaître sans laisser de traces. 36 vies effacées dans le silence des ruelles sombres. Je m'appelle Rim Boursemi et je vous invite à découvrir l'affaire documentée la plus ancienne que j'ai recherchée et sans doute l'une des plus glaçantes. Alors, au fil de mes recherches, justement, j'ai été confrontée à un problème tout à fait normal pour l'époque sur laquelle j'enquête, l'absence totale d'images. J'aime voir le visage de la personne dont je raconte l'histoire, mais il m'a été impossible de trouver d'archives visuelles. Ce qui est d'autant plus surprenant que notre criminel était encore plus prolifique et cruel que Jack l'éventreur, qu'il a été attrapé et qu'il a subi un châtiment terrible qui a choqué les forces coloniales. Sur Internet, ce que l'on trouve, ce sont quelques esquisses d'artistes du début du 19e siècle, comme la vignette qui orne cette saison et dont je doute fortement qu'elle soit directement liée à notre affaire, n'illustrant que le terrible châtiment subi par le criminel. Et plus curieusement, une photographie d'un homme au visage rond et au crâne rasé, prétendument identifié comme le Msfioui dans presque toutes les vidéos YouTube, articles et podcasts que j'ai consultés sur le sujet. Mais après une analyse minutieuse, une simple recherche inversée sur Google, il s'avère que cette image ne représente pas du tout le criminel que nous recherchons à dévoiler. En réalité, il s'agit d'un tueur égyptien, Ramadan Abdelrahim Mansour, arrêté en 2006, soit près d'un siècle après les événements dont il est question ici. L'histoire que je vais vous raconter remonte à une époque charnière où le Maroc se trouvait à la croisée des chemins. En 1906, cette affaire a marqué les esprits au point d'atteindre la presse américaine avec un article le 28 juin 1906 dans le Times and Democrat, un quotidien américain de Caroline du Sud, et même dans la presse australienne avec une mention dans le Queanbeyan Age en 1907, une rareté pour un crime commis dans l'ombre de nos contrées. Elle a été également le sujet d'un roman policier, Assembly of the Dead, de Saïda Rouas, une autrice maroco-britannique qui a imaginé un enquêteur sur les traces du serial killer, ou, comme elle l'a appelé, le Jack l'éventreur de Marrakech. Un roman qui est d'ailleurs sur ma liste de livres à lire. Bref, c'est donc l'histoire de l'un des premiers tueurs en série documentés du Maroc. Une histoire qui a résonné bien au-delà de nos frontières et qui continue à intriguer. C'est aussi une histoire révélatrice de la colonisation des mémoires et de l'intervention des puissances coloniales qui auraient mieux fait de se mêler de leurs affaires. C'est, enfin, l'histoire d'un homme qui, sous l'apparence d'un citoyen respecté, a semé la terreur dans les ruelles de Marrakech, brisant l'illusion d'une sécurité révolue. Je vous invite à plonger avec moi dans ce récit que nous allons déployer en 3 épisodes captivants. 3 épisodes pour comprendre comment un simple cordonnier a pu dissimuler ses crimes. Comment il a pu attirer, puis faire disparaître ses victimes sans éveiller les soupçons. Et pour découvrir comment, dans un pays en pleine mutation, la justice a fini par rattraper ce monstre qui se cachait au cœur même de la Médina. Installez-vous confortablement car nous partons pour le Marrakech de 1906, la ville rouge où chaque ombre cache un secret, où chaque ruelle murmure une légende et où un homme a transformé sa demeure en tombeau pour 36 femmes. Marrakech, avril 1906. Une ville bouillonnante où les ruelles de la Médina vibrent sous les pas des marchands, des mendiants et des porteurs d'eau. Le tintement des outils des artisans se mêle aux appels des vendeurs de dattes et d'épices. C'est un monde en perpétuel mouvement. Mais ce mois-là, malgré l'éclosion du printemps, un frisson glacé commence à se faufiler parmi les habitants. Une jeune fille quitte sa maison pour faire quelques courses au souk. Elle ne reviendra jamais. 2 jours plus tard, une autre disparaît après avoir été au hammam. Puis une autre. Et encore une autre. Au début, personne ne s'inquiète vraiment. Une adolescente qui ne rentre pas chez elle après le marché? Peut-être qu'elle est allée voir une tante sans prévenir. Une autre qui s'évapore après avoir été envoyée chercher du pain? Un contretemps, sûrement. Mais au fil des jours, l'inquiétude grandit. 1, puis 2, puis 5, puis 10 jeunes filles s'évanouissent sans laisser de traces. Leurs familles attendent, espèrent, puis s'affolent. Et c'est là qu'on entre dans un Maroc que beaucoup ne connaissent pas. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord saisir le Maroc de 1906.
Imaginez Marrakech, il y a plus d'un siècle. Une ville aux 1000 contrastes, où les dromadaires côtoient les premières automobiles, où les crieurs publics rivalisent avec les marchands européens. 1906, c'est une époque charnière. Le Maroc est à la croisée des chemins. Il y a encore quelques décennies, c'était un empire puissant, respecté. Mais à la fin du 19e siècle, tout commence à vaciller. Le pays traverse alors une période trouble. Le sultan d'alors, Moulay Abdelaziz, monté sur le trône à 16 ans à peine, n'arrive pas à maintenir l'unité du royaume. C'est un jeune homme fasciné par l'Occident qui dépense des fortunes pour acheter des inventions européennes inutiles. Une bicyclette, une caméra et même une machine à coudre, un appareil photo en or massif. Alors que son peuple s'appauvrit. Le pays est divisé. D'un côté, Blad el-Mkhzen, les terres contrôlées par le sultan. De l'autre, Blad Seba, les régions où les tribus font leurs propres lois. Les puissances européennes, France en tête, rôdent comme des vautours prêtes à se partager ce qu'elles considèrent comme un festin colonial. Dans les rues de Marrakech, la vie continue pourtant son cours. Les femmes vont au hammam, les artisans travaillent dans leurs échoppes, les enfants jouent dans les derbs, ces ruelles étroites qui font le charme de la Médina. Les disparitions, elles, se poursuivent inexorablement. C'est Fatima, une jeune fille de 17 ans qui quitte sa maison près de Bab Kala. Sa mère l'a envoyée acheter du pain. Un trajet qu'elle a fait des centaines de fois. Mais ce jour-là, Fatima ne revient pas. Sa famille s'inquiète. Son père fait le tour du quartier, interroge les voisins, les commerçants. Personne ne l'a vue. Les autorités, débordées par les troubles politiques, ne prennent pas l'affaire au sérieux. « Elle a dû fuguer, disent-ils. C'est de votre faute. Pourquoi la laisser sortir seule ?» Une semaine plus tard, c'est Aïcha qui s'évanouit dans les rues. Puis Khadija, puis Zahra. En 2 mois, 36 jeunes filles disparaissent à Marrakech. Toutes entre 14 et 20 ans. Toutes issues de familles respectables. Toutes volatilisées sans laisser de traces. Des jeunes filles dans cette période fragile où elles ne sont plus des enfants, mais pas encore des femmes, pas encore mariées. À cette époque, leur place est dans la maison. Sortir seule est déjà en soi un risque. Et c'est peut-être pour cette raison que personne ne réagit immédiatement. Mais la panique s'installe doucement. Les théories les plus folles commencent à circuler. Certains accusent les Européens d'enlever les filles pour leur harem. D'autres évoquent des trafiquants d'esclaves. Les plus superstitieux parlent des jnouns, ces esprits maléfiques qui, selon la tradition, kidnappent les jeunes vierges. Les familles pleurent leurs enfants, mais vers qui se tourner ? Les autorités minimisent ces disparitions. À leurs yeux, ces adolescentes ont peut-être fui avec un homme, désobéi à leurs parents, été victimes d'un accident, ou pire, elles sont déjà vendues comme esclaves quelque part. Mais la vérité est bien plus terrifiante que toutes ces légendes. Car dans une petite échoppe de la Médina, un homme observe. Un homme que tout le monde respecte. Un homme qui dissimule derrière sa façade pieuse l'un des plus grands monstres de l'histoire du Maroc. Cet homme, c'est le Hajj Mohamed el-Msfewi, cordonnier et écrivain public de son état. Un homme qui a fait le pèlerinage à la Mecque, ce qui lui vaut le titre respecté de Hajj. Un homme qui va bientôt entrer dans l'histoire comme le premier tueur en série documenté du Maroc. Mais avant de vous révéler ses crimes, replongeons un instant dans ce Maroc du début du XXe siècle. Un pays où les femmes vivaient encore largement cloîtrées, ne sortant que pour des courses essentielles ou pour aller au hammam. Un pays où la disparition d'une jeune fille était souvent étouffée par la famille elle-même, par peur du déshonneur. C'est dans ce contexte qu'El-Msfewi a pu opérer pendant des mois sans être inquiété, profitant d'un système judiciaire défaillant, d'une société patriarcale qui culpabilisait les victimes plutôt que de chercher les coupables. Mais le destin allait bientôt rattraper le tueur de Marrakech, parce que parmi ses victimes, l'une d'entre elles allait faire basculer toute l'affaire. Son nom est Zineb. Elle a 16 ans. Et contrairement aux autres familles, son père n'allait pas accepter le silence. La suite de cette histoire terrifiante dans notre prochain épisode. Maroc d'ombre et de mystère est une production de Red Donkey Creative. Cet épisode est préparé et réalisé par Rem Boursimi,
Nous sommes sur Instagram si vous voulez nous parler. À très vite pour un nouvel épisode.